Bon, on va y aller parce que sinon on va prendre du retard et je pense que les organes vont me taper dessus. Du coup, bonjour à tous. Merci d'être présents si nombreux pour ce talk sur le design de l'erreur. J'ai mis le talk en anglais, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est pas très grave. On va aussi dire bonjour à YouTube, hein, parce que cette année, les vidéos seront sur YouTube pour le Torrent Tech. Donc YouTube, mets un pouce bleu, mets dans 10 minutes et mets la cloche pour Torrent Tech. Voilà. Ouais, je vais juste me présenter rapidement, histoire de légitimer ce que je vais faire. Je m'appelle François Technay, je suis software engineer chez Elastic. Au bureau, je fais du Scala et du Docker. Le soir, le week-end, je fais du Rust. Je me considère comme un functional padawan dans un monde de SRE, c'est-à-dire je suis développeur fonctionnaliste et je suis côté opérationnel aussi en même temps, donc un mélange un petit peu étrange. Je suis organisateur de la conf Sonitech, qui est l'équivalent de Torrentech, mais à Montpellier en juillet, début juillet. N'hésitez pas à venir nous voir, bien que je crois qu'on ait fait sold out hier. Je suis président du Montpellier Tech Hub, le regroupement des meet-ups techniques de Montpellier. Je suis organisateur du Jug Montpellier, du DevOps Montpellier, je suis contributeur sur le Rust Montpellier, j'ai pas de vie. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter avec l'handle @ftation. Alors, pour ceux qui seraient venus ici en se disant « le talk a l'air super intéressant mais c'est très nébuleux », je ne donnerai pas de solution. Le but de ce talk, en fait, c'est de faire un petit voyage autour des erreurs, d'essayer de réfléchir à comment on aborde le problème, etc. Et je ne donnerai pas de solution miracle, clé en main ou de solution magique, ni ne parler de technologie. Si votre but, c'est d'apprendre comment est-ce qu'on gère des erreurs dans un langage particulier ou avec certaines manières de faire, vous n'êtes pas au bon endroit, je suis désolé, vous avez tout à fait le droit de sortir, la règle des deux pieds s'applique, je ne le prendrai pas mal. Et on va commencer, comme tout bon talk en 2020, par une petite histoire, sauf qu'on va parler d'histoire de guerre, et je vais parler un peu de mon passé. Bien évidemment, tout ce que je vais présenter a été complètement changé, les noms ont été modifiés, je ne dirai pas où est-ce que j'ai travaillé exactement, mais quand j'étais beaucoup plus jeune dans ma vie, j'ai travaillé dans une grande banque d'investissement de la place financière parisienne. Et il se trouve que j'ai travaillé photo non contractuelle, hein, je tiens à préciser. Et globalement, j'ai travaillé sur une application qui était en middle office. Je travaillais sur un référentiel de produits pour le marché. Donc on avait des systèmes qui étaient à Paris majoritairement, mais également un peu partout dans le monde, notamment New York et Tokyo, pour pouvoir aller avec les bourses Asie et Pacifique. Et tout ce beau monde communiquait. Il se trouve que j'ai travaillé sur ce truc-là en tant que release manager, j'ai fait du support, etc. Et un jour, on s'est retrouvé à m'assigner un ticket que la prod me sortit en disant de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, les applis, elles crashent. Et voilà la stack. Alors, la stack, je ne l'ai pas retrouvée parce que ce truc-là était il y a à peu près 10 ans. Globalement, c'était un truc qui parlait de transactions distribuées J2E avec de l'OJB1 à l'intérieur. Bref, quand je l'ai regardé, je me suis dit, ok, génial, super. Est-ce que quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Il n'y avait rien d'autre. Globalement, c'est juste les ops qui disaient régulièrement, en fait, il y a des serveurs, ils crashent. Et bah, il y a cette log. Voilà. C'est vraiment embêtant parce que ça crachait assez régulièrement. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on est au support? Bah, on sort sa pelle, sa pioche, et on va miner. Et on mine. On va très très loin. On va même des fois dans des endroits totalement hallucinants, on va se retrouver à décompiler les drivers JDBC d'Oracle pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est là que j'ai appris qu'il y avait des types de transactions, le type 2 et le type 4. Voilà, pour ceux qui savent, voilà, j'ai découvert ça à ce moment-là. Et au bout d'un moment, quand même, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de support sur ce truc-là, ça prend du temps de piocher, hein. Et on se retrouve à avoir notre manager qui vient nous voir en disant « Au fait, quand même, François, ce bug, tu sais, il bloque pas tous les utilisateurs, ça arrive de temps en temps, on va l'oublier. Hein, tu sais quoi, on va l'oublier. » Et du coup, cette histoire, pourquoi est-ce qu'elle me frustre? Elle me frustre parce que c'est le pire bug que j'ai eu de toute ma vie et je m'en souviens encore 11 ans plus tard et j'ai jamais réussi à faire mieux. J'ai fait des choses dégueulasses après, mais par contre, clairement, celle-là, il me hante encore, notamment parce que c'est une erreur que je n'ai jamais réussi à caractériser en travaillant dessus. C'est-à-dire, il y avait un incident en prod qui faisait crasher mes serveurs et je n'arrivais pas à foutre le doigt sur quelle était l'origine du problème. Ni le workflow utilisateur, ni ce qui se passait, ni pourquoi ça crachait réellement. Ah, les photos, je le fais parce que j'en ai marre d'avoir les photos moches. Du coup, quand je repense à cette erreur, je finis par prendre du recul et me dire, ok, cette erreur me fait souffrir intérieurement et j'aimerais bien essayer de démystifier tout ça. Donc la première chose que ça m'a fait beaucoup travailler, c'est, en vrai, c'est quoi une erreur?
Parce que c'est con de le dire comme ça, mais on a tous l'impression qu'on dit il y a une erreur. Mais une erreur, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un un jour s'est vraiment amusé à le définir? euh, Parce qu'en fait, si on cherche sur Wikipédia, globalement, on se retrouve avec quelque chose comme ça. Ok, un bug software, c'est une erreur, une failure, une faute dans un programme informatique ou un système qui produit d'une manière incohérente ou inattendue. Ok, c'est bien. Mais moi, je ne comprends pas en quoi ça m'aide et qu'est-ce que c'est une erreur. Donc en gros, globalement, on finit par chercher un peu plus loin, parce que je me suis dit qu'il y a bien d'autres personnes qui ont eu le même problème que moi. On cherche sur Internet, et on finit par tomber sur ce genre de site. Vous savez, ce genre de site qui sort des années 80, avec du HTML moche, comme vous avez généralement des profs de fac qui ont mis leur cours il y a 20 ans et qui n'ont pas updaté le CSS de leur site. Je finis par tomber sur ce genre de site. Et il dit globalement, les erreurs, on peut les catégoriser sur 3 parties. Les erreurs de syntaxe, qui sont en gros les erreurs grammaticales de votre programme, c'est-à-dire quand vous tapez du code, ça ne compile pas. Les erreurs de runtime, donc en gros quand vous demandez à votre programme d'exécuter quelque chose qu'il n'est pas capable de faire à un moment donné sur un environnement, qui génère une erreur au niveau du runtime, donc de l'exécution de votre programme, et les erreurs de logique. Les erreurs de logique étant bien évidemment le fait que vous codiez un bug, qui est quelque chose qui ne marche pas, que la logique de votre application ne soit pas la bonne parce que vous l'avez mal implémenté. Bon, c'est pas mal, on va essayer d'aller un peu plus loin quand même parce que j'ai l'impression qu'on est un peu léger. Et alors là, quand on finit par chercher un peu plus loin, c'est le désert. Et quand je dis c'est le désert, il n'y a rien. J'ai crawlé 20 pages de Google pour tomber sur des mecs qui expliquaient comment gérer les exceptions. Donc en gros, ce qu'on peut définir sur quand on fait de la recherche actuellement sur qu'est-ce que c'est une erreur et comment est-ce qu'on va les gérer dans un système, globalement, la réponse c'est on va faire de la prévention. Et comment est-ce qu'on fait de la prévention? En fait, en se concentrant sur 2 types d'erreurs particuliers qui sont les erreurs de syntaxe et les erreurs de logique. Les erreurs de syntaxe, en fait, on peut les éviter globalement avec des compilateurs. Les compilateurs, c'est ce qui va valider votre syntaxe. Vous êtes sûr et certain que quand un compilateur valide votre code et qui génère un binaire, il n'y aura pas de flaws à l'exécution. Il n'y aura pas un truc où vous allez appeler quelque chose qui va mal se passer. Ça va être du runtime uniquement. Bon, pour les langages dynamiques, c'est le moment où on met des linters, on fait des tests, enfin bref, voilà. Et les erreurs de logique, globalement, c'est pour ça qu'on a mis en place du TDD, du BDD, de la QA, qu'on a intégré des gens qui font des validations fonctionnelles dans les programmes. Bref, en gros, vous avez des boucles de feedback, rapides ou non, qui sont là pour gérer vos problèmes. Bon, est-ce que ça marche réellement, toutes ces boucles de feedback-là? On va partir du principe que oui. Ok? Nous, on va juste se concentrer sur le problème que j'avais eu juste avant, qui est les runtime errors. Alors, on va essayer de se concentrer sur le problème de la runtime error et de voir pourquoi est-ce que c'était mal géré et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette erreur. Globalement, on est tous d'accord que tout le monde a eu un bug comme ça dans sa carrière, ce bug sale que vous n'arrivez pas à résoudre et qui finalement s'est dit oublie-le, c'est pas grave. Alors, le premier problème par rapport à mon erreur initiale, c'est j'ai une appli, elle crache. Et quand elle crache, elle me dit ça. Alors, je ne vais pas vous la détailler, mais en gros, si jamais vous regardez dans le détail, en gros, ce que ça me dit, c'est c'était du groovy. Voilà. Globalement, il y a un truc qui passe pas, il y a une runtime exception et c'était du groovy, on va sur du réflecteur groovy, voilà, c'est le seul endroit où on peut cliquer. Alors ça, je sais pas vous, mais je pense qu'il y a quand même un petit problème. Déjà, moi j'appelle ça de la gestion d'erreur à la Michael Bay. Ça explose, ça fait l'explosion, on adore ça, c'est rigolo. En vrai, c'est pas la manière dont on fait depuis un certain moment dans l'informatique. Si on monte dans le temps, ce truc-là, ça fait longtemps qu'on essaye de le résoudre, et le premier cas d'erreur, le premier cas de gestion d'erreur dont on peut parler, c'est la récupération des états système et des flags en retour de commande. Tous ceux qui font de l'administration système, en fait, vous savez tous utiliser les retours système, les retours de flags de commande, pour savoir si une commande s'est bien passée ou non. Le but du jeu étant de dire quelque chose s'est mal passé, on va être capable de le voir et de réagir à ce qui s'est passé. Sauf que comment est-ce qu'on gère ces erreurs-là? Autant dans le passé avec les systèmes, on faisait ce qu'on pouvait et en gros on intervenait, mais dans le programme informatique moderne, on ne peut pas se permettre de le faire comme ça. Et ça fait un moment que les langages de programmation en fait vous donnent un toolkit pour réussir à gérer toutes ces erreurs. Donc en gros, chaque langage va vous donner des manières de faire. Et ça, on peut les retrouver dans plein de paradigmes différents. Typiquement, si on prend de l'impératif basique comme avec du Go, une fonction qui peut potentiellement paniquer, c'est-à-dire j'essaie d'ouvrir un fichier, si jamais j'ai une erreur, je vais faire cracher le programme.
globalement, ce qu'on nous dit, c'est de rajouter un flag de retour dans la fonction et de dire, en fait, passe-le à la fonction appelante de manière à ce qu'il puisse traiter l'erreur. De la même manière, si vous faites de la programmation orientée objet avec des exceptions, vous avez des mécanismes pour pouvoir lancer des exceptions et court-circuiter. Ce que ça apporte, c'est que votre langage, il est capable de venir gérer des erreurs dans le sens où il est capable de les intercepter et de les manipuler. Si on va encore plus dans la programmation fonctionnelle, on est même dans le cas où, en gros, on dit que les erreurs deviennent des valeurs au sein même de notre programme qu'on puisse modifier. Mais si on prend tous ces trucs-là, quel que soit le paradigme, moi je suis pro-fonctionnalisme, mais en vrai, c'est pas ça qui est le plus important, ce que je présente là, c'est que, en gros, ce que vous fournissent vos langages, ce sont des moyens de venir catcher tout ce qui passe et d'éviter de mourir sous les assauts des exceptions qui se passent dans votre système. Sauf que juste ça, ces mécanismes, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que on peut réussir à gérer convenablement un système juste avec ce genre de mécanisme? L'exemple, c'est celui-là. Ok, on va faire en sorte que l'application ne crache pas. Très bien. On va mettre ça dans la log. Cette log, elle m'informe de rien. Je suis incapable de trouver ce qui s'est passé dans mon programme. Tout ce que je sais, c'est que mon programme, il crache. Et alors, pour trouver comment résoudre ce problème-là, on va se lever vite. Du coup, la première chose que je veux dire, c'est gérer les contextes, gérer les erreurs au sein d'un langage, c'est cool, mais ce qui est important, c'est de gérer les contextes autour de ce truc-là. Si je prends le cas de l'exemple fonctionnel, ce qui est important, c'est le parti que j'ai encadré. C'est le fait de dire, quand j'ai eu une exception, quand j'ai eu une erreur, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai encapsulé dans une autre type, et surtout, je suis venu y rajouter du contexte. J'ai dit, quand j'ai cette erreur, c'était au moment où j'étais en train de faire une création de commande. Et pourquoi est-ce que c'est important de faire tout ce truc-là? C'est que tout simplement, n'importe qui peut venir exécuter et travailler sur votre code. Et surtout, l'opérationnel. Et l'opérationnel, il en a besoin. Surtout que, une fois que votre code il est en prod, la qualité d'un software, elle est liée à la gestion de ses erreurs, en fait. Parce que votre programme, quand il part en prod, il a des bugs, il fait des choses qu'il n'est pas censé faire, mais c'est des mauvais comportements, on va les changer. Ce qui garantit la qualité d'un software pour la plupart des gens, c'est est-ce que le truc il crache en boucle ou pas. Du coup, il faut réussir à contextualiser, donner de l'information pour toutes les personnes qui vont venir travailler dessus. Et contextualiser, c'est pas seulement dire qu'on a une erreur, c'est dire ce qu'on était en train de faire et pourquoi est-ce qu'on était en train de le faire. Bon, si on fait un petit checkpoint, là c'est bien, je parle depuis 13 minutes et globalement vous êtes en train de vous dire je n'ai rien appris parce qu'il est en train de m'expliquer comment on fait des exceptions et comment est-ce qu'on les repackage. Mais c'était juste une base de travail pour qu'on soit tous alignés sur ce truc parce que rien que ça, on a beau dire que c'est le b.a.-ba et que tout le monde sait le faire, en vrai on a tous travaillé sur beaucoup d'applications qui ne se permettaient même pas de le faire. Donc si on essaye d'aller un peu plus loin, on a toujours notre appli, elle fait des communications, elle crache. Quand elle travaille de manière distribuée, donc elle passe à travers le réseau. Et alors, le premier truc qu'on va commencer à avoir quand on commence à mettre des choses en réseau, c'est les problématiques des systèmes qui communiquent entre eux et qui s'envoient des statuts. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a vu, ce comic strip, et ce comic strip est incroyable, je vais vous le résumer. Globalement, il y a l'architecte qui arrive, le CTO qui arrive en disant « c'est marrant, on me dit qu'il y a un problème sur l'API », alors qu'en fait, il n'y en a pas, j'en vois pas, et le dev arrive et il dit « bah non, ça se passe très bien, regarde, tu fais l'appel, je fais un curl, ça me renvoie un 200, et à l'intérieur, il y a un status code 500 et un message d'erreur. » Alors ça nous fait beaucoup rire, mais en vrai, si ce comic strip il existe, c'est parce que on a quasiment tous vécu dans notre société un moment où en gros on appelait une fonction et on avait une application en face qui n'avait pas pris l'effort de donner un statut et un contexte sur une erreur en disant ouais t'inquiète ça s'est bien passé et en interne on regarde le truc fait ouf il y a eu une petite erreur 500 bon va voir les logs. Vous savez ce fameux message qu'on affiche à l'utilisateur, une erreur est survenue durant le passement de votre commande, merci de contacter le forum ou le support. Alors, pourquoi est-ce que c'est une connerie de faire ça et pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans des comic strips qui en parlent? C'est simplement que quand vous travaillez à gérer des problèmes de prod, c'est-à-dire que vous avez une boîte noire en face de vous, ou alors que vous ne connaissez pas le système sur lequel vous travaillez, quand vous interagissez avec un système qui a plusieurs composants et qu'au bout de la chaîne on vous dit il y a un problème, ça peut venir de, je sais pas, du paiement, ça peut venir du shipping, de l'order, de l'API, peut-être de la communication entre les applis. Peut-être de la communication avec des systèmes externes, typiquement une appel base de données, quelque chose qui s'est mal passé. Et du coup, quand vous avez juste une boîte noire qui vous dit il y a quelque chose qui s'est mal passé, en fait, vous, quand vous êtes à l'opération, quand vous devez faire du support, vous êtes très triste. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer ce problème?
Bah, déjà, se dire que l'opération, c'est une chose, mais il y a aussi les développeurs qui sont en face. Parce que vous, quand vous travaillez, quand vous travaillez avec des systèmes externes, ou alors quand vous avez un client qui vous appelle, ben, vous avez des difficultés à développer avec ce genre de choses parce que quand vous l'appelez et que ça vous y répond, il y a eu un problème, ça vous aide pas à comprendre ce que vous avez mal fait dans votre API. Qui a déjà passé du temps, on va dire plus d'un certain temps, à juste faire des calls en curl, répéter en changeant juste des paramètres pour que le truc arrive à dire c'est bon, ça passe avec un 200. Levez la main, ouais, c'était un grand moment de vie. Hein. Pas du tout l'impression d'avoir perdu votre temps. Hein. Et surtout, il y a un truc qui est assez bordélique, c'est que quand on est un appelant qu'on vient travailler autour, bah, l'application, la seule chose qu'elle nous donne comme information, c'est rien. Ce qui fait qu'on n'a pas moyen de venir comprendre ce qui se passe au sein du système et de venir améliorer comment la résilience de notre système, comment on travaille avec. Et alors, il y a un truc qui, moi, me fait beaucoup marrer, c'est que du coup, après, je peux utiliser cette quote. Quand on interagit avec un produit, on a besoin de comprendre comment il marche, et ça veut dire comment découvrir ce qu'il fait, comment il le fait, et comment est-ce que c'est mis à disposition. C'est pas mal comme quote, hein. Ça pourrait être dans un grand livre d'archi. Hein, à votre avis, on est sur du Ken Beck, on est sur du DDD design. En fait, on est sur Design of Everyday Things de Don Norman. Donc, il y a un truc qui n'a rien à voir avec la technique initialement, parlant. Mais juste au niveau design, ils ont compris ce truc-là, alors que nous, en informatique, on est toujours incapable de le faire, dans le sens où on ne comprend pas qu'il faut donner aux gens qui utilisent notre application des moyens de comprendre comment elle marche en interne. Ça ne veut pas dire donner le code, toujours. Ça veut juste dire contextualiser, donner de l'information à notre appelant pour qu'il comprenne comment on marche et comment interagir avec l'outil. Parce que, autant en production, c'est des machines qui vont communiquer, on a tendance à penser que c'est du formalisme, autant ces machines-là, ils exécutent des choses qui sont faites par des humains. Donc, ce qui part en prod, c'est pas des machines et de l'exécution de machines, c'est de la compréhension humaine. Du coup, si vous ne donnez pas les clés de la compréhension à vos utilisateurs, vos clients développeurs, vos clients de production, bah, eux, ils ne vont pas être un câble à l'utilisation de votre produit. Donc le contexte, c'est pas limité à votre application et à ses logs. Le but du jeu, c'est pas juste de contextualiser une appli, de mettre des belles logs pour qu'on vienne le gérer et derrière dire à son appelant, il y a eu un problème. Alors, ça va me permet d'ouvrir une petite parenthèse sur l'opération et le support. Alors, je sais qu'on a tendance à croire que les opérations, ça ressemble à Bob le bricoleur, et que les supports, globalement, c'est des mecs qui travaillent la nuit pour gérer les problèmes. Mais ces gens-là, ce sont des utilisateurs de votre application. Au sens que ce sont des gens qui utilisent votre appli comme une boîte noire. Ce sont des super users, ce sont des power users. C'est sûr, ce ne sont pas les gens qui vont passer par l'interface, etc. Mais ce sont quand même des utilisateurs de votre application. Toutes les personnes qui ont travaillé un jour sur la prod ont eu ce sentiment d'avoir une application qu'on leur donne et qu'ils ne maîtrisent pas, comme si vous utilisez n'importe quelle application sur votre téléphone ou n'importe quelle API. Du coup, si vous ne pensez pas à ces utilisateurs-là, bah, y a un problème. Et c'est ce qui fait que la qualité du software se dégrade. Donc peut-être que vos utilisateurs sont contents, peut-être qu'il y a du gros avec. C'est pas le problème. Par contre, bah, toute la chaîne autour infrastructure va perdre du temps. Et si vous faites perdre du temps à votre support et vos opérationnels, ça fait perdre du temps à d'autres parties sur la boîte et donc du coup, à la fin, vous perdez du temps de développement. Donc en fait, on revient sur le fameux eat your own dog food pour ceux qui connaissent l'expression. Si jamais vous n'êtes pas capable de faire de la bonne contextualisation et de la bonne gestion pour vos propres internes, vos propres opérationnels, votre propre support, vis-à-vis de votre client, ça va quand même être compliqué. Parce que ces gens-là, c'est quand même ceux qui gèrent la production, c'est ceux qui supportent toute la production. Et la production, c'est ce qui est ultra important. Parce que en vrai, votre soft, tant qu'il n'est pas en prod, il vaut rien. Ça peut être la meilleure appli de l'univers, ça peut être la plus belle, la meilleure appli, la mieux designée, celle quand vous la faites passer les tests, elle est incroyable. Si elle n'est pas en prod, elle vaut zéro. Elle vaut nada. La prod, c'est pas l'operation, c'est pas un truc qu'on oublie. C'est le truc le plus vital dans votre société. Parce que si vous n'avez pas de prod, vous n'avez rien. Du coup, pensez à tous ces gens qui gèrent votre prod comme ce sont des utilisateurs. Des super utilisateurs, on est d'accord, qui parlent le même langage que vous, mais des utilisateurs quand même. Parce qu'autrement, on peut arriver avec des choses particulièrement gênantes, où on commence à dire, un support qui va voir un dev et qui lui dit « Au fait, Jean-Mi, j'aimerais bien voir les logs pour les commandes, parce que là, il y a quand même un problème. » Alors ça, tu vois, c'est les machines de prod. Mais moi, je voudrais les logs, en fait. C'est bien ce que je dis. Vous avez ce problème où vous avez accédé aux machines de prod, etc., pour récupérer les infos qu'on n'a pas. Ou alors, même chose, on finit par rappeler, on dit, alors, je voudrais bien les logs de prod, s'il te plaît. Ça, tu vois, c'est kubectl.
Non mais je veux les logs en vrai. Oui, il y a le dashboard si tu préfères, hein, on sait faire. Tous ces problèmes-là, ce sont de la perte de temps, de la perte sèche. Et de la même manière que quand vous avez un utilisateur sur votre appli, vous essayez de faire en sorte qu'il se sente bien, bah, un support, un opérationnel sur votre appli, vous voulez qu'il arrive à avoir tous les outils nécessaires pour venir opérer votre système. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans cette deuxième phase? Bah, gérer des erreurs, c'est bien, les handles, c'est bien. Sauf que ce qu'on veut, c'est les contextualiser et les mettre à disposition du reste de la planète, pas de la planète forcément sur Internet, mais de la mettre à disposition de tout ce qu'il y a autour qui va interagir avec votre système, de manière à ce qu'on puisse comprendre comment on travaille avec. Parce que si on reprend notre problème, mon problème, c'est que j'avais des machines qui crachaient des trois côtés un peu partout à travers le monde. Et ça, c'est la problématique qui vient juste derrière le passage de contexte, c'est le syndrome de la patate chaude. Vous connaissez très bien ce truc, notamment avec les tickets support que vous vous refilez entre vous ou les problématiques ultra urgentes, mais globalement, au sein des systèmes, c'est exactement ce qu'on fait. Parce que on est tous d'accord que maintenant, la trend, c'est de faire du distribué, du microservice, du résilient, etc. Hein. On a même plein de confs pour gérer le handling d'erreurs en microservices. Hein. Des circuit breakers, on a des exponential back of the retry, des load balancers, du response caching, bla 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 bla. Sauf que qui en a codé ces trucs-là? Il y en a un qui avait un. Alors, quand vous codez ce truc-là, vous vous retrouvez avec un truc qui dit « Ouais, je peux remplacer l'appel à un truc qui a craché en donnant une valeur métier pour éviter de faire planter le système. » C'est quoi la valeur métier? Non, parce qu'en vrai, j'ai beau connaître à peu près le fonctionnel, hein, je suis un développeur consciencieux, je m'intéresse au fonctionnel de mon app. Je suis pas franchement, je me sens pas à l'aise pour définir le retry. Et j'ai eu un collègue qui m'a dit exactement la même chose il y a pas longtemps en lui disant son CP qui l'a regardé et qui lui a dit, enfin excusez-moi son PO qui lui a dit tiens, il faudrait que tu fasses du retry. Je fais ok, je veux bien faire du retry, je mets quoi en fait, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là quand ça crache, etc. Aucune idée. Du coup en fait le truc c'est un retry infini qui tourne toutes les 30 secondes. Il m'a dit ça va être glorieux quand ça va arriver en prod. Et le problème que je veux cibler avec tous ces trucs-là, c'est que, en gros, le problème de la patate chaude, c'est que vous gérez des erreurs, vous renvoyez du contexte, mais en fait, la plupart du temps, dans vos applications, ce qu'on fait quand on dit qu'on veut gérer les erreurs, c'est des circuits breakers. C'est en fait, on vient couper un pass d'exécution, un happy pass, la manière de modéliser de manière normalisée en disant c'est ça que ça devrait faire, en disant s'il se passe quelque chose à l'intérieur, on renvoie l'erreur, on coupe toute la chaîne et on renvoie une erreur. Sauf que votre appelant, la plupart du temps, il fait exactement la même chose. Ah, j'ai appelé machin, du coup ça s'est mal passé, ok, moi-même je renvoie une erreur. Et on se retrouve à avoir un symbole de un système de la patate chaude qui fait que vous avez une appli qui a une erreur, qui engendre une erreur dans l'appli suivante, enfin dans l'appli qui avait appelé, etc., sur toute la chaîne. Donc vous vous retrouvez globalement à avoir un système qui est distribué, mais qui, dès qu'il y a la moindre erreur, crache sur toute la chaîne. Et ce que ça veut dire, c'est que savoir comment on rattrape les erreurs, on les catch, on les gère dans un programme, ne veut pas dire savoir comment on les manage. Parce que, en fait, ce qu'on dit quand on veut faire un système résilient, tous les gens qui font des systèmes distribués résilients, en fait, quand il y a une gestion d'erreur, ce qu'ils veulent, c'est faire du recover à partir de ça ou compenser ce truc-là. Et ça, il y a plein de manières de le faire. Il faut juste y réfléchir quand on design son produit. Un des exemples qu'on a avec ça, c'est typiquement les sagas. Je sais pas qui connaît les sagas dans la salle. Okay. Ceux qui connaissent les sagas, globalement, c'est juste une manière de modéliser un traitement en disant comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour compenser une erreur, pour recover une erreur quand il y en a une. Exemple tout con, si je reprends mon API avec mon shipment, mon order et mon shipping, si je fais une order de création, en gros, c'est ma saga qui va savoir qu'on va d'abord appeler le système de paiement, c'est passé, on va enregistrer l'order, la commande au sein de notre système, et on va appeler le système de shipping pour dire tu vas faire la livraison du produit. Et si jamais il y a un problème dans le shipping, bah en fait, lui, il va savoir, dans sa logique interne de ce qu'on a mis dans la saga, comment est-ce qu'il est censé travailler. Donc, il peut faire des reverts un peu partout en disant, ok, ben, je vais venir passer des choses dans d'autres systèmes. En termes de modélisation, ce qui est important, c'est pas comment ça marche, c'est que la saga, pour pouvoir la réaliser proprement, pour pouvoir la coder, vous êtes obligé de comprendre et de modéliser en termes de design comment vous allez gérer les erreurs. Vous êtes obligé d'y réfléchir. Ça peut pas être juste un syndrome de la patate chaude en disant je fais un happy pass et si ça passe pas bien, je ferai l'erreur. Donc qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Ce qu'on veut, c'est éviter que nos systèmes crashent. Premier point. On veut donner du contexte à tous ceux qui utilisent l'application. On veut donner ce contexte à toutes les personnes qui sont appelantes au système. Et aussi, ce qu'on veut, c'est être capable de savoir quand on a une erreur, est-ce qu'on est capable de venir la traiter automatiquement?
Parce que globalement, je sais pas si vous avez cette sensation, mais moi, quand je travaille sur un système et qu'on fait de la gestion d'erreurs, ce que j'ai l'impression qu'on fait, c'est un tank. Le but, c'est juste, il faut pas paniquer, il faut pas mourir. Mais par contre, l'erreur, on s'en fout, hein, on la passe au suivant. Et ça, c'est un peu un des problèmes que je dis actuellement. Il faut embrace failure. Il faut faire en sorte qu'on sache ce qui se passe, on sache quel est le problème et on ait envie de faire quelque chose et de modifier comment on réagit sur une erreur de manière à le faire pour notre utilisateur. Et ça, il n'y a qu'un seul moyen de le faire, c'est via le design. Quand je dis design, je ne parle pas uniquement de designers, produits, de PO, ce que vous voulez. Je parle aussi des architectes, des tech leads, tous ces gens qui interviennent en fait sur la chaîne de production de valeur qui va partir en production, de dire l'erreur, c'est un problème de conception et il faut le prendre à l'entrée. Et globalement, c'est la même délire que de penser quand on fait de l'UI et de l'UX. L'UX, on pense à l'expérience, alors que l'UI, on pense à l'interface. Enfin, c'est pas la même chose. Un mec qui fait de l'UX, il fait pas forcément des interfaces. Bah, c'est de la même manière. Quand vous êtes développeur, vous avez le droit de penser au design. Vous avez le droit de penser à comment est-ce qu'on va gérer l'erreur. Vous avez le droit de remonter ces problèmes-là. Il faut arrêter de concevoir les systèmes dans un monde parfait. C'est notre plus gros problème en tant que technicien ou même en tant que designer la plupart du temps. C'est on conçoit nos systèmes dans un monde parfait et on ne pense pas au cas d'erreur. Parce qu'on part du principe que les deux seules erreurs qui vont intervenir, les feedback loops vont être suffisantes. Alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est avoir une feedback loop sur la troisième partie, sur les runtime. Parce que c'est la partie la plus importante, parce que c'est celle qui est en production. Et globalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les erreurs, on peut les mettre dans un workflow, en fait, dans un workflow utilisateur, dans un workflow business. Qu'est-ce qui se passe quand ce truc-là ne marche pas, quand on ne peut pas le faire? Comment est-ce qu'on fait pour le gérer automatiquement pour le système? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on peut effectivement en avoir rien à faire? On doit manager les erreurs au lieu de les découvrir. Parce que clairement, le problème des erreurs runtime, c'est qu'on les découvre en prod. Bien sûr qu'on ne peut pas toutes les catcher, mais on les découvre en prod et on devrait éviter de les catcher en prod. Du coup, ce que je propose, c'est de dire que la gestion des erreurs, comment est-ce qu'on travaille avec, comment on les modélise, comment on les gère dans le système, ce qu'on va faire quand il se passe des erreurs, de les intégrer dans le cycle de conception. On a fait ça avec plein d'autres choses dans l'informatique et globalement, je ne comprends pas pourquoi en 2020, les erreurs sont toujours un truc qui passe à la trappe. Parce que les erreurs, quand on en parle dans le système, c'est toujours le truc chiant que personne veut gérer et c'est un des premiers trucs qu'on passe à la trappe. Hein. Vous savez, ces fameux trucs avec les logs, le monitoring, on le fera en dernier, quand on aura du temps. Bon, normalement, il y a un truc que vous devez tilter à ce moment-là quand je vous dis il faut faire ça. C'est ok, mais on peut pas tout concevoir comme ça en vrai. Parce que vous imaginez si à chaque fois qu'on doit faire la moindre feature, le moindre appel, la moindre chose qu'on va exécuter dans le système, on doit vérifier à la conception. Bien sûr qu'on peut pas tout gérer de cette manière-là. Par contre, il y a un truc que j'aime bien aller piquer au concept, c'est le concept des core loops. C'est de se dire comment est-ce qu'on va essayer de gérer ça de manière efficiente. Et le core loop, en fait, c'est un truc qu'il y a beaucoup dans le jeu vidéo. Je sais pas quelqu'un connaît le concept des core loops dans le jeu vidéo? Ok. Alors, si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir la vidéo de keynote de fermeture de BDX.io 2018, où il y a les mecs de Motion Twin, donc c'est des développeurs de Bordeaux, du studio Motion Twin qui ont fait le jeu Dead Cells, qu'on présentait en fait comment ils ont géré au sein de l'application et du jeu Dead Cells pour gérer ces erreurs et qu'est-ce que c'est une core loop. Globalement, ce qui définit, c'est qu'une core loop, c'est ce qui fait qu'un jeu est sympa. C'est ce qui fait que le jeu est intéressant. C'est les choses que vont répéter votre utilisateur, vos joueurs, au sein de votre jeu et qui doivent donc être intéressantes. Typiquement, si on prend Dead Cells, c'est un jeu d'action, c'est un jeu de plateforme et c'est un roguelike. Et ce qu'il faut, ils sont concentrés, c'est dire que toutes ces core loops, ils allaient faire en sorte de gérer le plus d'erreurs et essayer de rendre ça le plus flawless pour l'utilisateur de manière à ce que le jeu soit cool. Et ça a marché puisque le jeu a été un énorme succès pour un studio indépendant qui a chopé un Game Awards l'année dernière. Donc le truc, c'est pas anodin. Et du coup, j'ai deux petits gifs que j'ai piqués dans la présentation. Ça, globalement, c'est une phase de plateforme que vous avez dans le jeu quand vous êtes en train de jouer en tant que joueur. Vous voyez, il y a des mouvements, c'est cool, on est sympa, hop, c'est flawless. Là, je vais vous mettre la même séquence, sauf que il a juste désactivé toutes les aides, toutes les gestions d'erreurs, les micro-gestions d'erreurs qu'ils vont gérer automatiquement pour le joueur. Donc là, il essaie d'avancer. Ah, il est bloqué contre le mur. Pareil. Ah, non, le saut, il est pas assez haut là. Là, voilà, double saut. Ah, non, ça veut pas. Ok, on passe à gauche. Non, trop tôt. Ouais. Ouais, c'est bon. Ah bah non, perdu.
On est d'accord que c'est vachement moins intéressant, et c'est exactement la même chose qui peut se passer avec votre app. Si on regarde l'exemple exact du show, c'est, voilà, l'exemple, hop, on voit qu'il tombe en fait. Il n'est pas dedans. Pourtant, en fait, le code automatiquement détecte qu'il est juste à côté. Et qu'en fait, c'est frustrant pour lui d'être puni, d'avoir une erreur en disant bah non, mec, t'étais pas au bon endroit, donc du coup, on va te téléporter de quelques pixels sur le côté. Tu vas pas le voir et toi, ça va t'améliorer ta vie. Donc cette logique, c'est justement de la gestion d'erreurs dans une core loop. Si je reprends l'exemple de ma création de commande, je suis out, je suis revenu. Si on reprend l'exemple de la création de commande que j'utilise depuis le début, bah, c'est quoi la core loop d'une création de commande quand vous êtes un utilisateur? Bah, typiquement, pour mon business, ça pourrait dire, en fait, ce que je veux, c'est enregistrer la commande et vérifier le paiement. Vérifier que, enfin, si j'ai un problème de schedule parce que j'ai demandé à être livré le vendredi 14 février entre 8h et 12h et qu'en fait le transporteur il peut pas, est-ce que ça valide l'intérêt d'arrêter toute la commande? Pour moi en tant qu'utilisateur, non. En vrai, je préfère qu'on valide la commande et qu'on me l'envoie et qu'on me dise le transporteur ne peut pas le faire. De la même manière, si jamais on dit le produit n'était plus en stock, vous le recevrez 2 semaines plus tard. Bien sûr que c'est frustrant, mais je préfère que ma commande soit passée plutôt qu'on me dise une erreur est survenue durant le passage de la commande, merci de contacter le support. Et c'est le genre de truc que vous voyez depuis longtemps. La gestion des trains, si j'y suis pour rien, c'est pas moi. La gestion de train, quand vous faites une commande à la SNCF ou sur Trainline, etc., et vous demandez à être à côté de quelqu'un ou une place spécifique, s'il peut pas vous trouver la place, c'est pas grave, il va quand même vous la faire la commande. Pareil dans les flight travel, tous ceux qui utilisent des trucs genre Trivago, etc. En gros, ces systèmes-là, leur but, c'est d'essayer de faire en sorte que leur core loop, leur business model marche. Et derrière, quand il y a des problèmes, ben, on va les gérer automatiquement. Ils vont pas dire ah, Air France m'a envoyé une 500, oula, 500 sur toute la chaîne. Et on peut imaginer ça aussi pareil sur de l'advertising. Bref, vous pouvez prendre n'importe quel système réellement et vous dire, ben, on a moyen de venir calculer des core loops et de venir à l'intérieur de ces workflows-là réfléchir sur les erreurs, réfléchir à comment on va les gérer, comment on va les compenser, comment on va les intégrer dans le design d'un système. Oula, je suis très en avance par rapport à mon flow habituel, mais c'est pas grave, au pire, vous aurez du café plus tôt. Alors, pour tous ceux qui trouvaient ça trop long et qui n'ont pas écouté, l'opération, c'est un besoin vital. Clairement, on a trop souvent tendance à partir du principe que ce qui se passe en prod n'est plus du ressort du design, n'est plus du ressort des développeurs. En vrai, l'opération, c'est la force vitale de votre système. Et c'est là où les choses se passent. Et les opérationnels, que ce soit les admin systèmes, les DevOps, les mecs qui compilent, les mecs qui font le support, sont des utilisateurs de votre application. Parce qu'ils n'ont pas participé au développement celui-ci. Ce sont des utilisateurs. Peut-être pas ceux que vous ciblez qui vont vous faire rentrer du cash directement, pas ceux auxquels on pense, ce sont peut-être des super utilisateurs, peut-être des utilisateurs chiants en plus, parce que leurs besoins sont pas énormes, mais ça reste des utilisateurs de votre application. C'est pour ça qu'ils sont chiants à gueuler. C'est comme vous quand vous utilisez une app et qu'elle marche pas comme vous voulez. C'est simplement que ce sont des utilisateurs, ils arrivent en disant c'est nul. Voilà, ça marche pas bien, ça se compile pas, il n'y a pas la doc, on sait pas comment on l'installe. Vraiment, c'est nul. Deuxième chose, il faut qu'on arrête de modéliser les systèmes dans un monde de bisounours. La prod, la réalité, c'est que les trucs crachent. Le réseau, ça marche pas, c'est lent, ça flante, on met des bugs en production, on a des erreurs de runtime, on a des choses qui vont casser, etc. Il faut arrêter de modéliser la totalité de nos applis en disant oui, alors dans le monde parfait, voici le happy pass et dès qu'on a une erreur, bon, on verra plus tard. Parce qu'en fait, les erreurs, c'est juste le cas standard. C'est le cas nominal qui est le cas le plus bizarre. Manager des erreurs, ça ne veut pas dire savoir comment on les catch. Catcher une erreur de transaction, venir juste mettre un petit truc autour et remonter tout en haut de la chaîne pour que le handler Spring Boot vienne dire il y a une erreur 500, c'est pas manager une erreur. C'est juste faire en sorte que l'appli elle plante pas. Il y a une grosse différence sémantique et une grosse différence de sens entre les deux. Vos erreurs, elles ont de la valeur. Clairement, en fait, quasiment tous les meilleurs systèmes sur lesquels on travaille sont des choses qui ont été pensées avec les erreurs en tête, de donner de la valeur à ces erreurs, de savoir comment est-ce qu'on va les gérer, comment est-ce qu'on va travailler avec. Typiquement, moi je travaille actuellement sur Elastic Cloud, donc c'est l'orchestrateur d'Elastic propriétaire qu'on utilise nous.
si on ne gérait pas les erreurs de manière optimale en les manageant, bah en fait, on passerait notre vie à avoir des problématiques pour les utilisateurs. Notre but, c'est de faire en sorte que l'expérience soit flawless et de gérer les erreurs. On est sur un système full distribué qui peut cracher à tout moment. On est obligé de savoir gérer les erreurs à l'intérieur. Et quand je dis les gérer, c'est pas juste les catcher, c'est vraiment les manager. J'ai pas réussi à scheduler un conteneur sur une machine. Ok, ben on va le faire sur une autre machine. On va renvoyer un autre ordre. On va venir compenser. On va venir trouver quoi faire. Et dans un cas où j'arrive vraiment pas à compenser ce problème-là, là, je dis qu'il y a une erreur en utilisateur. Des solutions, il y en a plein. Je rappelle que je n'ai pas été là pour vous donner des solutions. Le but de cette présentation, c'était de vous faire prendre un petit recul sur les erreurs. Qu'est-ce que c'est une erreur? Qu'est-ce que ça a comme sens, en fait, réellement, dans la vie de tous les jours d'une application? Et essayer de trouver des solutions. Ça, c'est votre job à vous dans chacun de vos projets. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas un moyen de faire. Il n'y a pas de silver bullet. Par contre, clairement, le prendre en compte dès le début, la moindre solution qui viendra aller dans ce sens-là améliorera votre produit, quoi qu'il arrive. Et je vais pouvoir finir avec une autre citation que je suis allé piquer dans Design of Everyday Things. Bon alors, la première phrase me fait rire, mais c'est relativement simple de designer des choses qui marchent smoothly et harmonieusement tant que les choses vont bien. C'est là où le design devient essentiel. Les designers ont besoin de concentrer leur attention dans les cases, dans les moments où les choses ne vont pas marcher comme il faut, et pas seulement quand les choses marchent comme elles devraient le faire, as planned. Du coup, c'est quelque chose qui a été intégré depuis un certain moment dans les objets du quotidien, dans la manière dont on design plein de produits, des applications, etc. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que nous, on ne fait pas cet effort-là en informatique, en partant du principe que le right case est toujours le bon et qu'on n'aura jamais de edge case. Du coup, je vous encourage fortement à reconsidérer les erreurs dans les applications, prendre le temps d'y réfléchir, et je vous remercie beaucoup m'avoir écouté. J'ai été beaucoup plus rapide que prévu, mais c'est pas grave, vous aurez accès à du café beaucoup plus tôt. Merci beaucoup. Bah, du coup, on a du temps pour les questions, si vous avez envie. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai un micro. Si vous pouvez attendre que le micro arrive jusqu'à vous pour la captation. Pas de questions? Ça a été clair, alors? Ouais. Ou pas, Ou pas d'ailleurs, peut-être. N'hésitez pas à venir me voir si vous voulez discuter après, hein, pour le coup. Vous pouvez retrouver François dans les couloirs, au café. Et n'hésitez pas à aller le voir pour lui donner un retour, ou éventuellement, si vous êtes plus timide, aller coller des gommettes sur le conférence bingo. Merci. Voilà. Et c'est le bon moment pour YouTube de mettre la cloche et le pouce bleu, voilà.